fibres de lin qui sont cultivées de plus en plus maintenant dans le nord de la France. Il y a aussi les fibres de chanvre pour faire des cordes. Il y a aussi les produits cosmétiques. Il y a aussi bien sûr le bois et toutes les ressources qui en découlent, y compris pour les énergies renouvelables à base de biomasse. Alors c'est tout ça la biodiversité, puis c'est aussi des services que la nature nous rend quand elle régule, par exemple, le rythme des pluies, qu'elle régule par conséquent l'hydrographie de nos rivières, quand elle dépollue nos villes. C'est le rôle des arbres qui ont un rôle dépolluant très important, etc. Donc, je ne vais pas vous faire cet après-midi un cours sur les services et les ressources que nous offre la biodiversité. Nous allons nous contenter de creuser un peu en ce qui concerne les ressources médicinales. Nous avons dans notre institut à Metz, depuis longtemps, depuis 50 ans, développé une nouvelle approche des médicaments à base de plantes qui consiste à étudier les plantes qu'utilisent dans les civilisations les plus diverses, ce qu'on appelle vulgairement les guérisseurs et d'une manière un peu plus relevée les tradipraticiens. Les praticiens qui soignent selon la tradition de leur région. Et nous nous sommes aperçus qu'en dehors de la médecine occidentale et des plantes que la médecine occidentale utilise, il y a énormément de plantes qui sont utilisées dans le monde entier et qui correspondent aux écosystèmes locaux. Parce qu'on va naturellement utiliser des plantes qu'on a disponibles près de soi. Je pourrais montrer par exemple comment les plantes à caféine, la caféine est un stimulant, vous le savez bien, ont été trouvées dans toutes les régions du monde en fonction des milieux propres à ces régions-là. Alors le café a été découvert en Éthiopie, après on en a cultivé partout naturellement, mais c'est une plante originaire des flores d'Éthiopie. Le thé, c'est une plante originaire, on ne sait pas très exactement d'où, mais c'est le sud-est asiatique, donc c'est l'Asie, c'est plus l'Afrique. Le cacao, c'est une plante originaire du Mexique, que les Mayas connaissaient bien, utilisaient bien quand on a découvert l'Amérique. Il y a aussi en Amérique du Sud, cette fois-ci, le maté, qui est le thé couramment utilisé dans ce pays. Il y a aussi le guarana, qui est aussi une plante qui nous vient d'Amérique du Sud. Puis il y a la cola, qui vient d'Afrique centrale. Vous voyez que toutes les régions du monde, en fonction de leur flore, nous ont donné des médicaments à base de caféine. Alors je voudrais focaliser de plus près maintenant nos regards sur ce qui se passe autour des traditions portées par les très savants guérisseurs du vaudou. J'ai fait plusieurs missions en Afrique et je me suis intéressé à cette tradition des vaudous parce que les guérisseurs, les sorciers vaudous ont des connaissances extrêmement approfondies des plantes et j'ai eu la chance d'être introduit auprès d'eux par un grand spécialiste qui était chercheur au CNRS mais qui habitait en Afrique et qui était très proche du monde vaudou, donc j'ai pu pénétrer à l'intérieur, ce qu'on ne peut faire qu'avec prudence parce qu'ils connaissent des secrets qui risquent de vous emporter si vous manquez de respect à leur égard et d'attention. Donc j'ai passé quelque temps avec le plus grand guérisseur du vaudou en Afrique. Et je me rappelle de cette journée qui m'a profondément marqué. Il s'appelait, ma question, M. Landry. Il habitait au Bénin, au bord de la mer. Notre ami commun, Pierre Verger, nous a présenté l'un à l'autre. Nous sommes
immédiatement tutoyer, comme ça se fait généralement dans ce cas-là, et le dénommé Landry, un homme éminemment sympathique et chaleureux dans le contact que nous avions l'un avec l'autre, m'a dit, tu sais, on va aller se promener à la campagne, et tu me montreras les plantes que tu connais, et moi je te montrerai celles que je connais. Très bien. Alors nous circulons un petit peu, c'est une brousse assez dense, c'est pas vraiment une forêt, parce qu'on peut y circuler, pas les forêts vierges épaisses, mais c'est une brousse dense. Et puis il repère une plante, il me la montre, et il me dit, est-ce que tu connais cette plante? Ah, j'ai dit, oui, tu vois, celle-là, effectivement, je la connais. Et comment tu l'appelles, toi? J'ai dit, on l'appelle le Rauvolfia. Ah bon? Alors, il m'a donné le nom dans son langage à lui, que j'ai noté naturellement. Il m'a dit, et tu t'en sers pourquoi? Bon, j'ai dit, tu sais, chez nous, on extrait une substance de cette plante-là, qui a été le premier médicament qu'on a découvert en 1951 pour soigner les fous, les schizophrènes. Avant, on n'avait aucun médicament. Oh, il m'a dit, bah dis donc, nous on la connaît depuis bien plus longtemps que ça. Mon grand-père, il l'utilisait déjà. Ah, j'ai dit oui. Et il me dit, tu sais, pour nous, c'est une plante très importante, hein, cette plante-là. Une des grandes plantes de nos traditions. Alors, je me suis dit, c'est quand même assez incroyable que connaissait cette plante avant nous, que nous ne l'avons découverte plus tard, et en l'occurrence en Inde, en étudiant les pharmacopées traditionnelles de l'Inde. C'est de là qu'on l'a découvert dans le monde occidental. Puis on a continué notre circuit, puis il m'en montre une autre, il m'a dit, celle-là, tu la connais? Ah ben, j'ai dit oui, j'ai dit c'est le Datura, il me donne le nom dans son langage à lui, que je note naturellement, et il me dit, tu sais à quoi elle sert? J'ai dit oui. Alors il m'a dit, elle sert à rendre fou. Ben, j'ai dit oui, absolument. Alors il m'a dit, tu vois, tu as les deux plantes ensemble, là, toutes les deux, une à côté de l'autre, une elle rend fou et l'autre elle guérit les fous. Eh bien nous avons comme ça des couples de plantes qui se rendent service l'une à l'autre. Ah, j'ai dit oui. J'étais agrégé à l'époque, j'avais fait mon agrégation de pharmacie sur les plantes médicinales. Puis on continue, il me montre une autre, il me dit, celle-là, est-ce que tu la connais? J'ai dit oui, c'est l'aloès. Ah, il me donne le nom. Eh bien, et qu'est-ce que t'en fais? Oh, ben j'ai dit, c'est un purgatif chez nous. Oh, il me dit, oui, mais ça, c'est pas important. Oui, c'est un purgatif. Tu as tout à fait raison. Non, mais c'est pas ça qui est important. Ah, ben j'ai dit, qu'est-ce qui est important alors? Ah, si tu te coupes, si tu te fais mal, si tu as des blessures sur la peau, ça guérit très vite. Et là, je me suis souvenu que dans la pharmacopée russe, l'aloès, qui est originaire d'Afrique, était réputé comme vulnéraire, c'est-à-dire comme un médicament des vulnéra. Les vulnéra en latin, il faut le latin être à la mode maintenant, c'est des blessures. Donc je me suis dit, Bigre, il est quand même très fort, notre Landry. Puis on continue, on montre encore une quatrième, puis il me dit, celle-là, est-ce que tu la connais? J'ai dit, oui. Ah, il me dit, mais tu les connais toutes, hein? Ah ben j'ai dit, pas toutes, non. Tu vas m'en apprendre quelques-unes. Et il me montre une plante que je connais bien, je lui dis, c'est le calanchoé. Ah, il me dit, mais tu vois comme elle est, hein? Elle est grasse, vous dites comme ça, vous dites, hein, c'est une plante grasse, hein? Oui, on dit que c'est une plante grasse, oui. Alors, est-ce que tu sais à quoi elle sert? Ben, j'ai dit non. Je ne sais pas à quoi elle sert. Ah! C'était pas gras à l'époque. Moi. C'était pas rond encore. Et il me dit, c'est pour les mecs gras, ça. Tu sais pourquoi? Parce que c'est une plante calmante. Et tu as remarqué, ceux qui sont gros, ils sont moins agités que les autres. Et c'est pour ça qu'on l'utilise, comme une plante calmante. Ah bon, j'ai noté calanchoé, plante calmante.
Donc on continue, et puis le coquin m'en montre plein que je ne connaissais pas. Mais je me suis dit, si celles que je connais, il les connaît si bien, les autres que je ne connais pas, il doit les connaître bien aussi. Donc il y a beaucoup à apprendre d'une promenade dans la brousse avec notre ami Landry. Puis j'étais quand même très intrigué. Je me disais, mais c'était bien pas la peine que je fasse une agrégation de pharmacie sur les plantes médicinales, alors il les connaît mieux que moi. Et il n'a fait aucune agrégation du tout, naturellement. Alors, mon ami qui était avec nous, qui nous accompagnait, Pierre Verger, il s'appelait, le grand spécialiste du CNRS, il me dit à Landry, parce que je lui ai demandé comment tu connais tout ça. Ah, il a dit, ça je ne peux pas te le dire, hein. Ça c'est secret. Et Verger dit, oh, ben, tu sais à Jean-Marie, tu peux le dire, hein. Jean-Marie c'est un bon gars. J'étais très content qu'on dise ça de moi. Alors, tu veux que je te le dise? Mais quand je te l'aurai raconté, tu vas dire que je suis fou. Je sais comment vous êtes, vous. Vous apprenez tout par les livres. Moi, j'ai pas besoin de livres. Voilà, je vais t'expliquer comment je fais. Quand un malade vient, bon, je vois tout de suite la plante qu'il faut que je lui donne. Et je vais lui donner la plante. Parfois, je ne sais pas. Il ne m'explique pas bien ce qu'il a. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il faut que je donne. Alors, je demande à mon père. Et Verger me tape et il me dit, son père est mort il y a 35 ans. Alors je lui dis, mais Pierre me dit que ton père est mort. Ça, c'est vos trucs à vous, ça. C'est des vieux trucs, ça. Mais non, mon père, il est là. Et je lui parle. Et tu sais ce qu'on fait? On discute du cas. Et je donne la bonne plante alors au malade. Et il guérit. Bon, bah, mettez-vous à ma place. Hein. C'est assez surprenant. Alors je dis, mais comment tu peux entrer en contact avec ton père? Ah, mais ça parce qu'on a des plantes pour ça, nous. Ah, j'ai dit, ah bon, laquelle? Ah, il dit à Pierre Verger, il dit, Pierre, tu crois que je peux le dire à Jean-Marie? J'ai jamais dit à personne. Ben oui, mais Pierre dit, Jean-Marie, c'est pas personne. Bon, alors il dit, allez, je vais te montrer. Viens avec moi. Puis on sort de la brousse et on arrive au bord de la mer. Vous savez, le golfe de Guinée, c'est une mer qui fait beaucoup de rouleaux et une plage de sable. Et voilà que je vois sur la plage de sable une plante que je connais bien, qui est une sorte de liseron, un hypoméa, il y en a dans les jardins, parfois ici aussi. C'est des gros liserons colorés. Et j'ai tout de suite compris ce qui allait se passer. Parce que je savais qu'au Mexique, les graines de ces liserons-là, qu'on trouve aussi en Afrique, pas tout à fait la même espèce, mais c'est tout comme les graines de ce liseron-là sont utilisées comme hallucinogènes. Et je me dis, il va pourtant prendre les graines du liseron, de l'hypoméa. Alors il s'accroupit, il dit, tu vois ça? Je vais craquer la capsule, craque la capsule, il sort des petites graines toutes noires, ben, il dit, les graines là, je les frotte, plutôt je préfère les écraser, et je les mange. Et alors, il me dit, je vois ce qui fait trembler la mer. Et je vois mon père. Et c'est là qu'on discute. C'est comme ça que ça marche, notre système. Alors, nous sommes des Occidentaux, nous sommes effroyablement sûrs de nous. Nous considérons que nous sommes les plus malins du monde. C'est une maladie dont il faut guérir au plus vite avec la montée de l'islamisme et de la Chine. Donc guérissons-nous au plus vite de cette idée que nous sommes les meilleurs du monde. Mais quand vous assistez à une séance comme celle-là, ben, il faut plus croire que vous devenez humble. Et la question qui se pose,
comment ce Landry a-t-il été capable de savoir les propriétés des plantes médicinales grâce à des hallucinogènes qui le mettent en contact avec son père. Et sans doute pour nous avec les souvenirs qu'il a de son père. Mais il dit avoir une relation personnelle à chaque coup. Alors du coup, je me suis entiché du vaudou et je me suis dit, ben, en Afghanistan, j'ai beaucoup travaillé dessus, ça je vois à peu près clair, on va travailler maintenant sur les plantes du vaudou. Et je m'oriente dans cette direction. Catastrophe, chers amis, catastrophe. Me voilà élu premier adjoint au maire de Metz. Comment voulez-vous être premier adjoint au maire d'une grande ville et s'occuper des vaudous? C'était pas possible. Alors, je m'étais laissé élire parce que on pouvait pas faire autrement. Il y avait une conjoncture spéciale à Metz à l'époque. Moi, j'avais été très proche du président Robert Schuman, donc à Metz, on le connaissait bien. Et le maire Jean-Marie Roche, je lui étais pas très connu, donc je lui ai fait la courte échelle. Mais il a fallu que je me présente, je n'avais pas du tout envie, je voulais faire de la science. Et j'ai été élu le matin, 8 jours après notre élection, premier adjoint, et le soir j'ai pris l'avion pour aller au Bénin. Et je suis arrivé au Bénin, et là je me suis employé à essayer de comprendre les secrets des vaudous, parce que j'avais été mis en appétit par cette relation avec Landry. Et je voulais tout particulièrement, je suis parti avec une équipe de la 2, je voulais tout particulièrement savoir qu'est-ce qui se passe quand les vaudous disent qu'ils ont ressuscité un mort. Parce qu'ils disent qu'ils ressuscitent les morts. Alors il se passe quoi? J'avais lu qu'un Américain, un chercheur du Muséum d'histoire naturelle de New York, avait déjà travaillé cette question. Il s'appelait Dewis. Il est publié là-dessus. Il avait été, lui, très alerté par une information qui venait de Haïti, où le vaudou africain a migré avec la traite des Noirs, comme il a migré d'ailleurs aussi au Brésil, à Salvador de Bahia en particulier. Et l'information qu'avait recueillie ce Dewis concernait un certain Clervius Narcisse, qui prétendait qu'il avait été zombie et qu'il n'était plus. Alors on redoutait beaucoup le pouvoir des vaudous, parce qu'ils pouvaient vous transformer en zombie. Zombie, c'est un personnage qui n'a plus aucune volonté, qui n'a plus aucune mémoire, et qui fait ce qu'on lui dit. Et si on le met dans des plantations de canne à sucre, le malheureux, il travaille du matin au soir comme une bête, on n'a pas besoin de le payer. C'est un esclave bon marché qu'on a transformé par des drogues. Alors, il a rencontré Narcisse, il y a eu une conversation entre eux, il a raconté. Narcisse lui a dit, vous savez, ici, la cicatrice que j'ai, ça, c'est quand on a fermé mon cercueil. Il y a un clou qui m'est rentré dans la joue. Parce que j'ai vu comment il faisait avec moi. Alors, je suis mort. Mais c'était drôle parce que je me voyais couché là, et puis je voyais autour de moi ma famille qui pleurait. Après, j'ai vu qu'on m'enterrait. Après, j'ai vu que j'étais sous terre. Alors, évidemment, le Dewis était assez surpris. Il se passait quoi? J'étais assez surpris. Puis j'ai vu qu'on est venu me déterrer, mais je ne sais pas au bout de combien de temps. Et qu'on m'a battu. Et qu'on m'a enroulé dans un drap. Et qu'on m'a fait boire quelque chose de très mauvais. Et le lendemain, on m'a fait boire la même chose. Et puis, après, je ne me souviens plus de ce qui s'est passé. Mais longtemps après mon enterrement, eh bien, je suis revenu normal. Et je ne sais pas pourquoi, je ne suis plus zombie. Alors,
le Dewey était très intrigué par cette histoire. C'est une histoire qui rappelle un peu les near-death experiments, c'est-à-dire les expériences proches de la mort, vous savez, où après un gros choc, un gros accident de voiture par exemple, effectivement, on se voit être porté dans le SAMU, du SAMU à l'hôpital, on se voit dans la salle d'opération, l'esprit quitte le corps, on voit qu'on traverse un tunnel, on voit qu'à l'extrémité du tunnel il y a une grande lumière, on voit dans cette lumière des proches qui sont morts, on voit parfois des anges qu'on appelle des anges de lumière, et on a envie d'aller vers eux, mais on n'y arrive pas, parce qu'il y a quelque chose qui ressemble à une frontière, et qui est en fait la frontière entre la vie et la mort, et alors on revient, et on revient dans ses sens, et la vie continue, ben, pas tout à fait pareil, parce qu'on a compris qu'il y a quelque chose derrière la mort. Tous les gens qui ont eu ces expériences, il y en a des milliers, des milliers, des milliers, il y en a de plus en plus, c'est raconté dans d'innombrables publications scientifiques extrêmement rigoureuses. Tous ces gens qui ont eu des expériences de ce genre sont délivrés de la peur de la mort. J'en fais partie, moi, mais je n'ai pas tout à fait la même expérience, mais c'était du même style, du même tonneau, si l'on peut dire. Alors Narcisse, ayant raconté tout ça, Dewey a vraiment voulu continuer l'étude. Tandis que moi, j'étais à m'occuper des espaces verts de la ville de Metz, ce coquin a réussi à se faire inviter par ceux qui avaient rendu Narcisse zombie. Et il a assisté à la préparation du poison qu'on avait administré à ce malheureux Narcisse. Et ce poison, il l'a ramené au Muséum d'histoire naturelle de New York et on a étudié toutes les substances qu'il contient. Alors ça donne ceci. Dans ce poison, il y a d'abord de la poudre d'os humain qu'on a été récupéré dans un cimetière après un temps bien défini, suivant la mort de celui qui va être ainsi privé d'une partie de ses ossements. Donc ces os sont en train de pourrir. Ils contiennent ce qu'on appelle les ptomaïnes. Les ptomaïnes, ce sont les substances qui se forment sur un cadavre et qui lui donnent son odeur épouvantable. D'ailleurs, ces substances ont des noms qui sont suggestifs. Il y a la putricine, il y a la cadavérine, ça dit bien ce que ça veut dire. Et ces ptomaïnes ont des effets neurotropes, qui seraient plutôt des effets psychoneurotropes, c'est-à-dire dysneurotropes, c'est-à-dire qui perturbent le bon fonctionnement, disons, du cerveau et de la réflexion. Ensuite on y ajoute, toujours issus du monde animal, des extraits de peau de crapaud. Le crapaud, on trouve le crapaud dans tous les arsenaux des sorciers du monde entier. Nos sorciers français, il y en a encore quelques-uns, j'ai réussi à me faire amener la matière médicale, les drogues qu'utilise un sorcier que je connais. Il avait naturellement de la peau de crapaud, comme tous les sorciers l'ont, et cette peau de crapaud, elle a une propriété fortement hallucinogène. Il donne des hallucinations. Le crapaud a été baptisé par Linné, dont on a parlé hier avec Gilles. Il a été baptisé Buffo, et même Buffo, nom de genre, nom d'espèce. Pourquoi donc? Parce que Linné détestait Buffon et a voulu se moquer de lui et l'humilier en le comparant à un crapaud pour toute l'éternité de la vie scientifique, puisque ces noms scientifiques en latin durent autant que dure la science et la connaissance des plantes ou des animaux qui portent ces noms-là. Ensuite, il y a une plante qui rentre dans le poison. Et cette plante, c'est le mucuna. C'est quoi cette plante?
Je suis au Togo, j'herborise. Oh, je vois un arbuste qui ressemble vraiment à la glycine, très beau, avec des grappes de belles fleurs blanches, pas violettes, blanches. Je récolte évidemment ces fleurs. Qu'est-ce que j'avais pas fait là, chers amis? Sur les sépales des fleurs, il y a des tout petits piquants, mais des petits piquants par rapport auxquels l'ortie est une plante banale. Parce que pendant 2 jours, je me suis gratté comme c'était pas possible. Et cette plante, je l'ai su après en étudiant la bibliographie, cette plante donne des graines, naturellement, qui contiennent un médicament du Parkinson. Le seul médicament, la dopa, le seul médicament du Parkinson qu'on a actuellement à notre disposition. Or, ce mucuna a aussi des propriétés hallucinogènes. Donc vous voyez que la mixture est une mixture tout à fait étonnante. Et enfin, toujours dans les ingrédients mélangés pour fabriquer ce poison, enfin, il y a les viscères du poisson globe. Le poisson globe, c'est un poisson redoutable. Vous pouvez le manger si vous avez éliminé les viscères. Et si vous n'avez pas éliminé les viscères, vous êtes mort, à tous les coups. Car les viscères contiennent une substance qui s'appelle la tétrodotoxine, qui est effroyablement toxique. Et ce sont les viscères de ces poissons globes qui entrent dans le poison. Alors voilà la nature du poison. Et on a étudié quelle était la substance la plus capable dans ce poison de produire cet état de mort apparent qu'on appelle la catalepsie, quand la respiration, les battements cardiaques sont quasi ralentis au point qu'on a l'impression que la personne est morte. Et on s'est aperçu que c'était les viscères du poisson globe. Alors, question, comment fait-on pour empoisonner, une fois que ce poison a été élaboré par les sorciers vaudous, à des doses extrêmement précises, selon des rituels extrêmement précis et transmis de génération en génération, comment on va administrer ce poison? Généralement, on le met à l'intérieur des souliers, des baskets, ou bien on le met aussi sur les vêtements, parce que dans l'Afrique tropicale, on transpire beaucoup, et que l'effet de la transpiration fait que le poison passe petit à petit dans l'intérieur du corps, surtout quand par-dessus le marché, il y a dedans des graines broyées d'un très bel arbre à fleurs bleues que vous verrez si vous allez en Afrique, il y en a partout, qui s'appelle l'albizia, et qui est même plus petit que le savon. Donc ça fait pénétrer le poison. Et c'est comme ça qu'on empoisonne la personne, et c'est comme ça qu'elle tombe en catalepsie, comme si elle mourait. Et c'est pour ça qu'on l'enterre, parce qu'on croit qu'elle est morte. Si on met une glace, on voit qu'il n'y a plus de respiration, donc on dit il est mort. Ensuite, il faut le ressusciter, mais pas comme avant.